On va essayer d'aller chercher les meilleures solutions, les meilleures propositions, qu'elles soient à gauche ou qu'elles soient à droite, pour trouver l'équilibre, pour qu'elles puissent bénéficier à tout le monde. Salut, ça va? Et toi? On boit un café? On boit un café là, ça te va? Merci. Bonjour Ismaël. Bonjour. Je vous présente Ismaël Muno, qui a seulement 23 ans, est député fédéral et qui est ici pour boire un petit café. D'abord, bienvenue dans mon bureau. Merci beaucoup. Sur le canapé ici, j'ai essayé de faire un truc un peu cosy. J'ai 23 ans, donc j'ai la chance d'être député fédéral aujourd'hui, en charge des matières économiques. Donc je suis membre effectif de la commission économie, dans laquelle au fédéral il y a vraiment plein de trucs. Il y a genre la protection des consommateurs, le secteur bancaire, le digital, c'est un des sujets qui me tient vraiment à cœur. Je suis aussi membre effectif de la commission énergie, climat, environnement, donc avec des gros dossiers qui vont arriver comme le nucléaire et puis évidemment la lutte contre le dérèglement climatique. Et membre de la commission d'enquête autour des abus de l'Église. Ça c'est un peu ma présentation parlementaire. Et sinon, à côté de ça, j'ai encore la chance d'être le président de Génération Engagée, donc l'organisation de jeunesse des engagés. C'est vraiment quelque chose de très très important pour moi. Et je fais de la musique, du piano, du violon, et je pratique du karaté depuis que j'ai 5 ans. Alors justement, je voulais te demander, avec toutes ces occupations, et j'ai vu que notamment tu as étudié du droit à l'ULB, Ouais. mais il n'y a pas plus d'informations sur ça. Ouais. Tu as arrêté les études. Non, j'ai pas arrêté les études. Il faut encore que je dépose mon mémoire en fait, parce que donc je devais le déposer l'année passée, mais il y a eu une petite période complexe, les élections, genre Oui. au mois de juin, et donc je l'ai pas déposé. Mais sinon, non, il me reste juste à déposer le mémoire. Tout le monde, à chaque fois, je me dis, il faut que je bloque 2 semaines et que je fasse ça à fond. Mais sinon, sur 300 crédits, j'en ai validé 285, donc ça devrait. Pas prévu d'arrêter, sinon Oui. mes parents vont m'en vouloir, ils vont être très fâchés. D'ailleurs, en parlant de la jeunesse qui est très importante pour toi, quelle place voudrais-tu que les jeunes prennent pour la politique? Et est-ce que toi, à 15 ans, tu te voyais déjà faire de la politique? Ah, il y a pas mal de questions. Donc, à 15 ans, je ne me voyais pas encore faire de la politique, c'est plutôt vers 16 ans en fait. Moi, j'ai très bien le moment. C'est quand j'ai terminé mes secondaires, donc je sortais de Réto, et moi, j'ai toujours rêvé de faire médecine. Et donc, en fait, n'ayant pas réussi médecine, j'ai fait 1 an en sciences biomédicales. C'est ce que faisaient tous ceux C'est qui ce que fait rataient tout le l'examen monde, en oui. médecine, franchement. Mais pendant cette année-là, j'ai découvert le Parlement jeunesse de la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui est une initiative dans laquelle je me suis engagé jusqu'à l'année dernière. Qui a, je le dis sans exagérer, changé ma vie. Et en fait, à la fin de cette première année où j'étais en biomède, je me suis dit, bah, en fait, je ferais bien du droit, parce que ça me parle. J'ai commencé aussi à faire des vidéos sur Facebook. Les vidéos ont vraiment mal vieilli, donc il ne faut pas aller les retrouver. Mais en fait, j'ai fait des vidéos où je me disais, c'est fou, parce que la politique, ça m'intéresse, je veux découvrir comment ça marche, mais on n'a pas du tout de moyen d'apprendre comment ça fonctionne. Et ce que vous faites ici, c'est aussi une manière de le faire. Oui. Et je faisais des vidéos, je crois que ça durait 5 minutes ou quoi, sur c'est quoi une commune, c'est quoi une province, comment on vote. C'était au moment des élections communales en 2018, donc il y a 6 ans maintenant. Et en même temps, j'ai commencé à m'engager en politique, en parallèle, parce que moi, j'aimerais que les jeunes puissent être représentés comme tous les autres. C'est too much, hein, je le mets avec des grands warnings. Le combat, je pense, pour les jeunes, ça doit être le même que la représentation des femmes ou des minorités en politique. C'est de se dire, moi, je veux que les jeunes soient représentés proportionnellement à leur présence dans la société. Comme à juste titre, les femmes veulent être représentées autant qu'elles sont dans la société. Comme à juste... Et en fait, aujourd'hui, malheureusement, au Parlement fédéral, je crois qu'on a 4 parlementaires qui ont moins de 30 ans sur 150. Oui. C'est pas du tout la même proportion que de jeunes de moins de 30 ans dans Oui. la société de manière générale. Je pense qu'avoir des jeunes, ça amène une autre manière de faire de la politique aussi. Moi, je vois tout avec des yeux frais. À chaque fois, je me dis, tiens, c'est bizarre qu'on fasse ça. Et ceux qui sont là depuis 20 ans, ils me disent, oui, on a toujours fait. Et je dis pas que c'est pas bien, parce que quand on est habitué à quelque chose, c'est normal de pas le remettre en question tous les jours. Et on devient fou. Mais moi, du coup, je me dis, ouais, c'est peut-être pas la meilleure manière de faire. Et je dis pas que je vais tout changer, parce que c'est pas vrai. Mais je le note dans un coin de ma tête et je me dis, ok, peut-être que On un verra. jour il faudra. Ouais, voilà. Et ça permet d'avoir un regard qui est différent. Et donc, je pense que il y a la jeunesse, mais ce regard différent, il vient aussi avec des gens qui ont fait toute une carrière dans la société civile. On en a beaucoup chez les engagés. Mais je pense aussi et surtout, pour terminer, que ça permet aux jeunes de s'identifier. Moi, je l'ai vu pendant la campagne où j'allais faire des débats. Et en fait, les rétos venaient me voir en mode, ouais, c'est chouette parce que d'avoir quelqu'un comme nous, en fait, comme ça, on se sent beaucoup plus. On se dit qu'on pourrait y être. Mais ça veut dire que, ouais, si je vois que des gens qui ont 50 ans au débat sur la politique, ben, je vais jamais me dire, ah tiens, moi, je pourrais le faire.
Alors pour cette deuxième partie, nous allons faire un petit quiz. Pour commencer, un tu préfères. Tu préfères augmenter les taxes sur les grandes entreprises ou subventionner massivement les PME? Bah, j'aurais tendance à plutôt augmenter les taxes sur les grandes entreprises. Pas parce que je pense qu'il faut les taxer à tout prix, mais parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a tout un tas de grandes entreprises qui ne payent pas suffisamment leurs impôts ici en Belgique. Et donc, en tout cas, si pas augmenter le taux, au moins augmenter ce qu'elles payent pour Oui. qu'elles payent leur juste part. Et alors, pourquoi j'ai pas choisi subventionner les PME? C'est parce que je suis centriste, mais j'ai une vision qui peut être parfois un peu libérale de l'économie, mais le libéralisme au sens premier du terme. Oui, Pas le libéralisme de Georges-Louis Boucher, oui. qui n'a rien d'un libéralisme pour moi. Tu préfères diriger un mouvement écologiste international ou être Premier ministre de la Belgique? Ça doit être difficile d'être Premier ministre de la Belgique, hein. C'est un objectif pour plein de gens qui font de la politique. Et mais pour toi, ce n'est pas? c'est toujours difficile d'avouer qu'on a des objectifs un peu, mais je me rends compte qu'en fait, une fois, je l'ai déjà dit à RTL TVI, au JT, donc en fait, je crois Oui. que c'est bon, je suis cramé. Mais tu gères une coalition de 5 ou 6 partis, voire 7 la dernière fois. Tu peux avoir toute la bonne volonté du monde, c'est pas simple d'y arriver, et donc en fait, ça doit être très frustrant. Très très frustrant, parce que tout le monde attend quelque chose de toi, et toi, tu ne peux faire que diriger un gros paquebot, dont tu peux un petit peu modifier la direction, mais pas. Oui, c'est pas toi qui vas conduire. Voilà. Un objectif super important, effectivement, pour moi, c'est la lutte contre le dérèglement climatique. Et ce qu'on observe souvent comme gros frein à cette lutte, c'est qu'on n'arrive pas à le faire ensemble au niveau mondial. Parce que la Belgique essaye, bien ou mal, l'Europe essaye, bien ou mal, mais la Chine essaye moins, les États-Unis essayent moins, on n'arrive pas à le faire ensemble. Et donc, en fait, s'il y avait moyen d'avoir un mouvement écologiste mondial qui réussisse du coup à faire avancer le truc, ce serait certainement le plus efficace. Du coup, parlant utopiquement, Ouais. ce serait plutôt le mouvement écologiste. Utopiquement, ouais. Tu es un fervent défenseur de l'écologie. Ouais. Est-ce que pour toi, réellement, être écologiste sans penser à l'économie? En fait, je crois qu'on ne pourra pas faire l'un sans l'autre. On est obligé de faire l'un et l'autre. Parce que si on dit aux gens faisons de l'écologie et arrêtons de penser à l'économie, les gens vivront moins bien et donc on ne va pas s'en sortir. Ce qu'il faut, c'est avoir une meilleure économie qui mette plus en avant les produits de qualité, les produits chez nous quand c'est possible et tout ça. Mais je pense vraiment que si on veut réussir la transition climatique, on a besoin d'une stratégie industrielle belge et européenne. Et donc on voit qu'aujourd'hui on a des difficultés avec le secteur automobile par exemple. On dit aux gens vous devez passer à l'électrique, mais ça va coûter beaucoup plus cher, donc beaucoup ne savent pas l'acheter. Donc les gens se sentent laissés sur le bord de la route. Et en même temps les constructeurs on leur dit passez à marche forcée à l'électrique, mais on les aide pas à y arriver. Donc ce qu'ils font la Chine, c'est qu'ils produisent pour très peu cher, parce qu'ils respectent pas les mêmes normes sociales, environnementales, tout ce qu'on veut. Et ils viennent les exporter ici en Europe, et les voitures elles coûtent 2 fois moins cher. Tesla c'est pareil aussi, hein. C'est là que je disais il y a les États-Unis et il y a la Chine, hein. En fait ils tuent tout le marché européen, parce qu'aucun modèle européen ne fait la même chose pour l'instant. Et donc tout le monde, s'ils ont les moyens d'acheter, ils vont acheter soit du Tesla, soit du chinois. Et donc l'industrie européenne, elle est en difficulté. Et l'industrie automobile européenne, c'est 13 millions d'emplois. Et donc, est-ce que l'Europe va être capable d'accuser le coup si violemment, sans préparer la suite? C'est une vraie question. Mais en tout cas, je crois que si on veut réussir la transition environnementale, on doit allier les deux et on doit permettre aux gens d'avoir envie de le faire avec nous. Et donc, ça, c'est ma vision, par contre, très centriste et très engagée pour moi. C'est de se dire qu'on doit se battre pour que tout le monde trouve le meilleur qu'il puisse avoir dans cette transition, que tout le monde puisse être embarqué dans la transition, et puis que finalement on y arrive ensemble. Ça sert à rien si on laisse tous ceux qui n'arrivent pas à isoler leur maison en augmentant les prix de l'énergie et juste ils seront plus chauffés. Et j'ai vu justement que toi tu as cette approche progressiste et tu veux un avenir durable et tu as instauré un référendum climatique. Donc c'est une proposition qu'on a beaucoup défendue pendant la campagne. Moi j'ai l'impression, et chez les engagés on a cette impression, que l'enjeu du dérèglement climatique est en fait pas un enjeu politique. On est obligé d'y arriver. Parce que si on n'y arrive pas, en fait, on aura de plus en plus de catastrophes naturelles, il y a des endroits qui seront inhabitables, donc il y a il y a des migrants qui vont venir chez nous parce qu'en fait chez eux sera plus habitable. Et alors là, déjà vu comme personne veut de nos migrants qui arrivent aujourd'hui, j'attends de voir comment ils le vivront plus tard. Donc en fait, tout le monde a intérêt à ce qu'on arrive à faire une meilleure transition climatique. Le problème, c'est que pour moi, quand je dis que c'est pas politique, c'est qu'on devrait être capable de se mettre d'accord en disant, regardez, l'Europe elle a prévu le Fit for 55 et puis le fait d'être neutre en carbone en 2050. C'est l'Europe qui a décidé ça comme ça. Enfin, Commission européenne, il y a eu tout un processus, mais les citoyens ne se sont pas prononcés là-dessus.
Et moi, je pense que ce qui serait important, c'est qu'on puisse dire aux citoyens, ok, prononcez-vous. Le jour où on aura le feu vert des citoyens en disant oui, on veut être neutre en carbone en 2050, ben là, les politiques, ils n'auront plus d'autre choix. Ça donnerait en fait ce crédit et cette légitimité aux politiques en disant voilà, vous nous avez donné le feu vert, maintenant on avance et on y va ensemble. Et ça permettrait aussi, parce que c'est l'objectif de ce référendum, à partir du moment où vous dites oui, c'est contraignant pour les politiques aussi. C'est-à-dire que si les politiques ne respectent pas cette courbe de diminution des émissions de gaz à effet de serre, eh bien ils devront provisionner, c'est un peu comme une amende, mais ils devront provisionner de l'argent dans un fonds pour les générations futures. Le problème, c'est qu'il y a 5 ans, c'était fort à la mode, puis on a eu la crise Covid, on a eu la crise de l'énergie, et en fait, le pouvoir d'achat est passé devant les questions environnementales. Et donc, les gens, ils préfèrent finir leur mois que. C'est la question de la fin du monde et fin du mois. Hein. Les gens, maintenant, ils ont plutôt mis la priorité sur la fin du mois que sur la fin du monde, et donc ils disent moi, déjà, aidez-moi à payer mes factures, et puis le climat, on verra. Mais, si on veut être vraiment responsable, il faut qu'on pense au fait que dans 20 ans, dans 10 ans, maintenant déjà, les conséquences de l'inaction climatique, elles sont réelles. Et elles vont coûter aux gens. Et même si c'est pas aussi tangible que le fait d'à la fin du mois de plus avoir les moyens, c'est super important. Et donc, on ne peut pas oublier ça, même si moi je le dis très honnêtement, c'est moins simple aujourd'hui de défendre ces idées-là. Mais en tout cas, moi personnellement, je me battrai pour ça. Alors maintenant, on peut continuer avec une petite question que tout le monde se pose. Qu'est-ce que tu fais dans tes journées? Si demain tu avais une journée sans politique, qu'est-ce que tu ferais? D'abord, je dormirai un peu plus tard, ça c'est chouette, et je jouerai. Ouais, je suis un gamer un peu, donc j'adore jouer à LoL. Je joue à ça avec mes potes de secondaire depuis ma 3e secondaire, donc ça fait bien 10 ans à mon avis maintenant, je suis toujours gold ou silver, donc vraiment j'ai pas évolué, Oui. mais je joue quand je peux. Et donc quand j'ai un jour comme ça où je fais rien, j'allume mon PC et je joue. Vraiment, en général j'aime bien les jeux assez calmes et chill, et puis il y a LoL, il y a League of Legends au milieu, qui n'est ne pas calme ni s'explique chill. pas, mais voilà, qui fait partie aussi des trucs auxquels j'aime beaucoup jouer. Et donc voilà, si j'ai une journée où je fais rien, c'est ça que je fais. Donc j'écoute des livres audio. Mais donc typiquement hier, je lisais, mais c'est très politique, j'ai écouté du coup un livre de Édouard Philippe, ça s'appelle Impression et lignes claires, et donc c'est de la politique aussi. Enfin les seuls quelques bouquins qui sont pas de la politique que j'ai lus, c'est les Harry Potter, que j'ai dévoré, parce que ça je suis un petit peu fan aussi d'Harry Potter. Ok, du coup, s'il faut résumer, LOL. S'il faut résumer, si j'ai un jour à rien faire, je vais jouer, ouais. Alors, tout à l'heure, on parlait de l'Europe, dans une Europe de plus en plus intégrée. Comment est-ce que tu penses que tu pourrais défendre la Belgique contre les grandes puissances comme l'Allemagne, la France, etc. Mais je pense que ça a toujours été une grande difficulté parce qu'en Europe, on a toujours eu un axe franco-allemand et une entente franco-allemande qui est très bien et importante, mais qui fait que c'est ces deux grands pays qui drivent un peu l'Union européenne. Il y a des changements, des réformes qui peuvent être utiles, du style peut-être la fin de l'unanimité au Conseil, parce qu'aujourd'hui cette unanimité elle fait que pour faire changer la moindre chose, enfin sauf quelques matières, il faut que tous les pays soient d'accord. Alors à la fois ça aide les plus petits pays, mais à la fois ça fait aussi qu'on est incapable de faire les moindres changements pour tout un tas de choses. Et donc je pense que typiquement pour le volet fiscal, pour empêcher d'avoir des GAFAM qui partent en Irlande pour payer moins d'impôts, mettre fin à cette unanimité ça pourrait aider. Je pense aussi que, outre le fait qu'il faut qu'on augmente notre crédibilité sur la scène internationale, qui a souvent été très grande parce on accueille les internationales et européennes, on accueille les institutions européennes, donc on est quand même le cœur de l'Union européenne. Il faut qu'on puisse toujours envoyer les bonnes personnes aux bons endroits et ça c'est assez important. Ce à quoi on doit travailler, en tant que Belge mais en tant qu'Européen aussi, pour renforcer notre position commune, c'est à faire en sorte que l'Europe parle le plus possible d'une seule et même voix. Pour qu'on puisse parler à la Chine, qu'on puisse parler aux États-Unis et qu'on ne soit pas 27 pays, mais bien une union par rapport à ces deux autres grands blocs. Et pour continuer dans ça, du coup, toi, tu serais plus pour une unification plus européenne? C'est difficile à dire parce que je crois que c'est important aussi que les pays puissent continuer à garder leur souveraineté sur tout un tas de sujets. Mais je pense que typiquement la fin de l'unanimité, c'est déjà un premier pas vers ça. Sans avoir une complète fédération européenne, avoir déjà ça serait un bon point. Et ça ne pose pas problème, par exemple, pour cette unanimité des pays comme par exemple la Pologne, Hongrie, même le Danemark, qui a une politique d'immigration différente? C'est là mais typiquement, sur la question de l'immigration, on en pense qu'on veut, on est d'accord ou on n'est pas d'accord. Normalement, l'Union européenne, elle a prévu un nouveau truc. Et le problème, c'est que là, maintenant, ces États ne l'appliquent pas de la même manière l'un et l'autre. Ça s'applique ou ça s'applique pas. Et c'est là que je dis qu'on doit aussi parler d'une seule et même voix. C'est quand on met une place, une réglementation, il faut la respecter. Et donc je pense que ouais, tu veux faire partie du cercle, tu dois respecter les règles du cercle. Okay. Et une des règles, c'est le respect des droits de l'homme. Voilà, il faut être plus strict.
Alors maintenant, on peut continuer avec l'intégration sociale et l'immigration. Tu sais parfaitement que Bruxelles est une ville multiculturelle. Mhm. Et comment penses-tu qu'on pourrait continuer cette multiculturalité avec toute l'immigration qui vient et les moyens qui sont mis en contre, entre guillemets, par les gouvernements plus de droite, etc., pour ces migrants? Toi, en tant que centriste, comment tu penses cette question? Moi, je trouve que c'est, pour Bruxelles, en tout cas, un des enjeux majeurs des 20 prochaines années. L'intégration, le vivre ensemble. Parce que on a la grande richesse d'avoir 195 nationalités, d'avoir beaucoup de gens qui viennent de partout dans le monde, et beaucoup de cultures, et c'est vraiment génial. Mais malheureusement, moi, pour avoir fait une campagne fédérale où on va des 5 communes de la périphérie aux 19 communes bruxelloises, on découvre tous les aspects de Bruxelles, enfin on essaye. À la fois on se rend compte qu'ils sont très différents et c'est sain, c'est vraiment riche. Et en même temps parfois on se dit, est-ce que ces gens ils vivent ensemble? Mais pour moi c'est une question qui est super importante parce que si on vit pas ensemble, d'abord ça exacerbe l'individualisme et tout ça. Mais le problème c'est que l'étape après le fait de ne pas vivre ensemble, c'est d'être divisé et c'est de s'opposer. Et on le voit parfois dans tout un tas de petits débats où on veut faire du port du voile, de l'abattage rituel, des sujets où en fait les communautés, parce que là c'est de ça dont on parle, les communautés, qu'elles soient basées sur la religion, qu'elles soient basées sur l'origine, elles commencent à s'entrechoquer. Et là il y a un problème. Et là on commence à avoir un problème. Et alors moi je pense que tu as des partis politiques qui s'en servent à des fins politiques. Il y a eu un parti communautariste qui Oui, s'est présenté. mais tu as un parti communautariste, et ça c'est le meilleur symptôme, avec la team Fouad Haïdar, voilà, qui joue clairement là-dessus. Moi j'ai fait un débat avec un de leurs représentants pendant la campagne, il n'avait que la question palestinienne comme argument. Rien d'autre, on a parlé de fiscalité, rien, juste la question palestinienne. Ça c'est pas ça, hein, parce que moi je suis désolé, si je vous demande de voter pour moi et voter des lois ici à la Chambre, je vais pas voter des lois que sur la cause palestinienne. Hein. Oui. En plus il était candidat au Parlement régional bruxellois, donc encore un peu moins d'impact. Donc il y a un parti communautariste, ça c'est clair, c'est un des symptômes, mais il y a, tous les autres partis s'en servent aussi. Le MR va stigmatiser assez fortement les personnes qui veulent porter le voile et tout ça, ou qui veulent l'abattage rituel. Non, regardez, ils veulent pas s'intégrer. Le PS va beaucoup plus jouer d'un côté, PTB, écolo aussi. Et nous, au milieu, parfois, on se dit, mais vous, qu'est-ce que vous pensez? En fait, nous, c'est nuancé, c'est toujours le cas, mais parce que la solution, elle se trouve au milieu de tout ça. Elle se trouve, comment est-ce qu'on va faire en sorte de garantir aux femmes qui veulent porter le voile par conviction et parce qu'elles en ont envie, qu'elles puissent le porter sans porter atteinte à la neutralité de l'État, quelque chose d'assez important, sans considérer, présumer que parce qu'elles portent le voile, elles sont des radicales, elles sont des intégristes, elles sont des... Non, ce n'est pas du tout le cas. Et en même temps, comment on fait en sorte que ces personnes qui portent le voile, elles le portent parce qu'elles veulent le porter? Parce qu'on ne peut pas non plus accepter qu'elles le portent parce qu'elles sont obligées de le porter à cause d'une pression sociale et tout ça. Et donc là, il y a plein d'explications, il y a plein de raisons. Je pense que la manière avec laquelle Bruxelles s'est construite et la manière avec laquelle on a on a fait en sorte que les gens qui venaient de l'étranger s'installent seulement dans certains quartiers n'a pas aidé. C'est vraiment l'idée ici de se dire que ouais, tous les gens qui venaient du Maghreb, on les a foutus, c'est très caricatural, hein. On les a foutus à Molenbeek et on leur a dit voilà, maintenant vous allez rester là parce que c'est là que ça coûte moins cher, vous aurez des moins bons services publics, mais au moins vous ne nous dérangez pas. Oui, c'est une espèce de ghettoisation qui a été créée. Voilà, c'est le mot que je n'aime pas, mais c'est une forme de ghettoisation qui fait d'abord que pour les personnes qui viennent de là, elles ont malheureusement souvent de moins bonnes écoles, malheureusement souvent de moins bons services, et en fait, on ne crée pas la mixité sociale. Et l'intégration, ça passe par là, ça passe par la mixité sociale, ça passe par le fait de rencontrer des Belges de souche, même si je ne sais pas très bien ce que c'est qu'un Belge de souche, des Flamands, c'est des Belges aussi les Flamands, oui. Mais ça passe par le fait de croiser des Français, d'être à l'école dans une classe où il n'y a pas que des gens qui te ressemblent. Et en fait, c'est comme ça que tu t'ouvres et que tu te crées une identité qui est à la fois celle de tes parents et à la fois un peu celle que tu as découvert et que je pense que tu t'intègres. Si dans ta classe, tu te retrouves qu'avec des gens qui sont exactement les mêmes que toi, que dans ton quartier, il n'y a que des gens qui parlent arabe, parce qu'en fait, c'est tous des gens qui viennent du même coin, et que du coup, tu n'as aucun intérêt à mieux apprendre le français, à mieux apprendre... Mais en fait, à la fois, on peut en vouloir aux personnes qui ne sont pas intégrées, et à la fois, on peut en vouloir à ceux qui ne leur ont pas permis de s'intégrer. Mais je suis de plus en plus convaincu, vraiment, que c'est un défi majeur pour Bruxelles. Parce que si on n'arrive pas à vivre ensemble, on n'arrivera plus à rien faire. Et on va s'opposer de plus en plus régulièrement sur des sujets. Et en fait, quand tu te fais attaquer sur ton identité, tu vois, quand on a un débat sur l'abattage rituel, et que tu sens la droite qui attaque fort et qui fait passer tous les Marocains pour des gens qui égorgent des moutons avec une barbe dans leur baignoire,
et je le dis parce que je suis à moitié marocain, genre, je connais tous ces clichés, eh ben en fait, t'as encore plus envie de défendre ton identité. Oui. Tu dis, ben moi j'ai le droit, si je veux, si je considère que je suis musulman et que dans ma religion, un truc important, c'est de pratiquer l'abattage rituel, enfin, moi je suis désolé, mais il y a aussi une forme d'hypocrisie dans le fait de dire que, oui, il y a de la souffrance animale, et je ne le nie Oui. absolument pas, mais dans les abattoirs traditionnels aussi. Et donc, moi je veux bien qu'on s'attaque à la question du bien-être animal, vraiment, mais attaquons-nous à cette question sur tous les angles. Venez avec un code du bien-être animal, dans lequel il y a l'abattage rituel si vous voulez, mais aussi sur les abattoirs, mais aussi sur le gavage, mais aussi et sur tout ça pour que on n'ait pas l'impression que la seule raison pour laquelle vous parlez de ça, c'est pour stigmatiser. Ouais. Et Beaucoup de tes mesures que tu prends à cœur sont plus positionnées vers la gauche que vers la droite, même si tu es centriste. Alors pourquoi rejoindre les engagés et pas un parti de gauche confirmé comme par exemple le PTB, Écolo, PS? donc c'est dans les mesures ici dont on a parlé, à mon avis, qu'elles sont plus à gauche. Moi j'ai plein de gens aussi qui me disent que j'ai l'air d'être plus à droite. Ça dépend en fait des sujets dont on parle. En fait, je pense que si certains me disent que je suis trop à gauche et d'autres me disent que je suis trop à droite, c'est que je suis au centre. Donc Ok. c'est bon. Mais parce que pour moi, le centrisme, c'est pas n'avoir pas de mesure à gauche ou pas de mesure à droite. C'est avoir des mesures qui viennent de la gauche, avoir des mesures qui viennent de la droite, mais être capable d'avoir assez de pragmatisme et assez de bon sens que pour dire il y a des bonnes mesures qui viennent de la gauche et il y a des bonnes mesures qui viennent de la droite. Et je vais pas me mettre des œillères pour dire ah non, moi je suis seulement à droite et je ne veux entendre parler que des mesures à droite. Ça marche pas, c'est pas du tout. C'est pas intelligent. Moi, la volonté ici, c'est de se dire on va essayer d'aller chercher les meilleures solutions, les meilleures propositions, qu'elles soient à gauche ou qu'elles soient à droite, trouver l'équilibre entre ces propositions pour qu'elles puissent bénéficier à tout le monde. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, moi, quelque chose d'important avec le centre, c'est de se dire qu'on ne se bat pas pour une partie de la population. Il y a des partis, je ne vais pas faire l'exercice moi-même, mais on pourra le voir facilement, qui vont se battre pour certaines parties de la population. Pour les indépendants, pour les plus riches, pour ceux qui ne travaillent pas, pour ceux qui roulent en vélo. Mais le problème, c'est que ça crée des parties de population, ça la fractionne la société. Et ça, je crois que c'est pas sain. Donc nous, la volonté, c'est de dire comment est-ce qu'on fait pour trouver le meilleur équilibre entre les voitures et les vélos sur la route, en considérant qu'il y a des gens qui ont besoin de leur voiture, qu'il y a des gens qui ont besoin de leur vélo, et pas les opposer juste bêtement. Comment est-ce qu'on fait en sorte que ceux qui n'ont pas d'emploi, ils puissent être mis à l'emploi, parce qu'il faut qu'ils contribuent, mais sans dire que c'est juste des feignants qui foutent rien. Comment est-ce que l'État prend ses responsabilités et les aide à retourner à l'emploi? Et donc c'est vraiment essayer d'aborder des sujets qui sont complexes avec toute la nuance qui est nécessaire à la complexité. Et pas apporter des solutions simplistes à des problèmes qui sont compliqués. Ça, c'est le centrisme, je trouve. Et c'est de se dire comment est-ce qu'on fait ça pour tout le monde. Mais maintenant, après les fédérales et aussi les communales, Mhm. il serait réaliste de dire que maintenant les engagés avec cette coalition qui est plutôt assumée avec le MR est plus centre-droit que centre-gauche. Non. Non, je ne Et serais pas pourquoi? d'accord parce que le CDH a souvent été en majorité avec le PS et donc on disait qu'on était à gauche. Maintenant qu'on est avec le MR, on dit qu'on est à droite. Mais en fait, ça montre juste qu'on est capable de travailler avec différents partis. Mais une négociation, ça se passe de sorte à ce que chaque parti vient avec ses priorités et on essaie de trouver lesquelles peuvent matcher. Et donc, c'est sûr qu'on travaille avec un parti qui est à droite, mais c'est pas pour autant qu'on s'est déporté vers la droite. Moi, j'ai toujours les mêmes valeurs et nos ministres vont travailler sur un accord de gouvernement qui, lui, est peut-être un peu plus à droite parce qu'on travaille avec le MR. Mais ce que nous, on va défendre comme valeur, c'est toujours des valeurs qui sont purement centristes. Le meilleur exemple, c'est de dire que PS, Écolo et MR étaient dans le même gouvernement sous la précédente législature. Le PS n'était pas de droite pour autant. Écolo n'était pas de droite non plus. Et le MR n'était pas de gauche. On travaille dans un objectif commun en n'oubliant pas d'où on vient. Donc en fait, l'anecdote, c'est que c'était jeudi dernier, j'étais invité à l'AmCham, donc c'est la chambre de commerce américaine. Ils avaient organisé un petit déjeuner pour me rencontrer. Donc déjà, moi, je trouvais ça un peu bizarre. Enfin, moi, j'ai 23 ans, je suis tout jeune député. Je me dis, c'est bizarre que des gens prennent 2 heures leur matinée pour venir me rencontrer et discuter avec moi. Je veux dire, il faut se rendre compte que ça, c'est déjà, pour moi, assez spécial. En fait, on a eu une chouette discussion autour de la compétitivité, des entreprises, de l'énergie, de l'enseignement du digital, plein de choses. Et à la fin, je parlais donc avec la patronne de la chambre de commerce américaine. Et je lui disais, ça va, vous n'avez pas été déçus? Parce que moi, je sais qu'en général, ils font ça avec des gens plus importants. Elle me disait, mais non, en fait, vous vous rendez pas compte parce que nous, c'est super précieux d'avoir quelqu'un de nouveau qui voit les choses avec des yeux frais et qui a une autre qui a pas des idées préétablies, préconçues sur comment ça doit marcher, comment ça doit... Moi, par exemple, je sais que quand je disais que j'allais voir des entreprises privées, il y a toujours des collègues qui me disent, oh, attention, des entreprises privées, lobbying et tout ça.
Ah ouais, moi je suis en mode, en fait, si on n'est pas capable de parler avec les acteurs qui créent l'économie, qui créent les emplois, et moi j'ai aucun stress parce que je rends ça transparent en public, en fait, je montre que je le fais, donc je ne cache rien, il n'y a pas de. Genre, en tout cas, et c'est ça que je trouve assez intéressant, c'est que d'une part, parfois, c'est très difficile d'être jeune en politique parce que on va penser que je suis un collaborateur, on va penser que je connais rien, je dois bosser beaucoup plus, tout ce qu'on veut. Mais en même temps, il y a une forme d'intérêt pour tout un tas de personnes qui se disent, allez, c'est peut-être un peu égocentrique de dire ça, mais c'est une genre d'ovni, enfin, genre d'avoir un jeune de 23 ans qui est député aujourd'hui, donc comment est-ce que lui voit les choses et comment est-ce qu'on peut travailler avec lui, ce sera certainement très différent d'avec ses aînés. Et je pense que c'est le cas. Je pense que c'est le cas et c'est mon objectif en tout cas, c'est ce que je disais tout à l'heure. L'objectif c'est de me dire qu'en étant jeune, j'ai certainement une autre manière de voir les choses. Et, euh, et ouais, pas d'idée préconçue en me disant les syndicats c'est des gens, c'est des gentils ou c'est des méchants, les grandes entreprises c'est des gentils ou c'est des méchants. Eh bien, merci beaucoup de nous avoir accueillis, Ismaël. Merci Et à toi. juste pour un petit mot de fin, quels conseils donnerais-tu aux jeunes qui veulent s'intéresser à la politique? Si vous aimez ça, engagez-vous où vous voulez, pas forcément chez nous, mais engagez-vous, intéressez-vous et sentez-vous légitime. Ok. Genre, vous aurez toujours l'impression de vous dire mais qu'est-ce que je fous là, j'ai pas. Sentez-vous légitime. Ne vous dites pas que vous savez tout, mais essayez en tout cas quand vous avez une idée, dites-la avec humilité, mais dites-la et vous serez surpris d'à quel point c'est souvent assez bien reçu. Où est-ce Avec plaisir. ils peuvent te suivre pour avoir plus d'informations? Insta, Facebook, TikTok, c'est les trois principaux que j'utilise. Donc, Ok, si vous bah je voulez. mettrai tout ici. Et Ouais. ben, merci beaucoup. Merci à toi.